Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Ça y est, les vacances scolaires sont bel et bien terminées au Mali. La rentrée des classes a lieu ce lundi sur une grande partie du territoire malien. Certaines écoles restent tout de même fermées au nord comme au centre du pays à cause de l'insécurité. Les autorités promettent de se mobiliser pour permettre la réouverture de toutes les écoles dans le pays. Ces promesses peuvent-elles être tenues? À quoi faut-il s'attendre cette année au regard du contexte actuel? Ouvrir les écoles dans des zones d'insécurité, n'est-ce pas un risque pour les enfants? Alors, pour en débattre, nous recevons sur ce plateau Djoukamadi Sissoko, il est de l'association des parents d'élèves. Bonsoir. Bonsoir. Et Boubacar Païtao est secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Bonsoir. Bonsoir. Gouro Soumaïla Sissé est secrétaire à l'information de l'association des élèves et étudiants du Mali AEM. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Oui. Est-ce que la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire? Nous allons écouter ce papier du studio Tamani. Pays, précisément dans la région de Kidal, selon le gouverneur, à part les villes de Kidal et Tessalit, la rentrée n'a pas été effective dans plusieurs autres communes de la région. Mais il y a quelques jours, le directeur de l'académie de la région a annoncé la réouverture d'une dizaine d'établissements cette année. Dans le cercle de Gundam, les écoles des communes de Tilemsi, Razelma, Gargando et Essakan n'ont pu rouvrir depuis 2 ans. À Youarou, dans la région de Mopti, excepté le chef-lieu de cercle, aucune école n'est opérationnelle dans cette partie du Mali. Dans le cercle de Tenem, notamment à Diafarabé, il n'y a pas eu de rentrée scolaire cette année, tout comme à Uromoudi, Tegerekumbe et Kwakuru dans le cercle de Djéné, où des groupes terroristes menacent des enseignants de mort. Au centre et au nord du pays, plus de 500 écoles restent fermées depuis 2 ans du fait de l'insécurité. Les attaques sur les axes routiers sont devenues récurrentes, rendant difficiles les déplacements dans les régions du pays. Boubacar Païtao, vous êtes enseignant et syndicaliste des enseignants. Alors, quelles sont les raisons qui ont été évoquées pour les écoles non ouvertes ce lundi? Bon, je remercie tous les auditeurs du studio Tamani. Bon, les raisons, elles sont toutes simples. Hein. C'est dû à l'insécurité. Parce que l'État aujourd'hui... que cela n'en déplaise, est incapable d'assurer la sécurité des enseignants. Donc, sans sécurité, les enseignants ne peuvent pas aujourd'hui, sont dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions d'enseignants dans certaines localités du pays. Donc, je crois que la raison fondamentale, c'est l'insécurité. La raison, sinon, il n'y a pas de grève en vue, il n'y a rien. Donc, la raison fondamentale, c'est l'insécurité. Ok. Alors, Gouro Soumaïla Sissé, vous êtes responsable de l'association des élèves et étudiants du Mali. Alors, quelles sont les raisons qui vous ont été annoncées pour les écoles qui n'ont pas été ouvertes ce matin, ce lundi, au Mali? Ok, donc là, je vous dirais que c'est plutôt analogue. Actuellement, le pays vit une situation de crise et les régions du Nord sont les plus ciblées, nous dirons. Donc face à l'insécurité grandissante, toutes les structures éducatives n'ont pas pu être ouvertes. C'est juste ça. Il n'y a pas d'informations supplémentaires ou d'autres raisons qui nous est parvenues différentes de celles-ci. Alors, Djoukamadi Sissoko, vous étiez là dans l'équipe qui a préparé la rentrée scolaire 2017-2018 au nom des parents d'élèves. Alors, il y a des écoles qui n'ont pas été ouvertes. Est-ce que selon vous, d'après les dispositions prises, le blocage peut être corrigé à temps? Bon, merci d'abord de m'avoir donné cette opportunité-là. Bon, effectivement, nous sommes un peu surpris par le fait que certaines écoles n'aient pas eu accès à cette faveur-là cette année. Et je sais qu'ici, dans le sang, à Bamako et en banlieue environnant ici, nous avons quand même fait un grand tour aujourd'hui au niveau de la région de Koulikoro pour voir l'effectivité de l'ouverture. Et nous nous sommes rendus compte que à Kati et à Baguineda, vraiment ça va. Et vous m'apprenez tout à l'heure que certaines écoles n'ont pas ouvert. Bon, ça ne m'étonne pas du tout. Et les enseignants ont tout à fait raison. Parce que, vous savez, quand il y a l'insécurité,
mais ils ne sont pas tenus vraiment. Ça va demander trop de choses. Et moi, je pense que vraiment, c'est tout à fait normal que vraiment on se trouve dans de tels cas. Et je crois que c'est l'État même qui doit tout faire pour que vraiment ces écoles-là ne restent pas en marche. Voilà. Oui, mais des écoles non ouvertes, d'après l'assurance que vous nous aviez donnée dans un précédent débat, est-ce à dire que les dispositions prises par les autorités en charge n'ont pas été à hauteur de souhait? N'ont pas été à hauteur de souhait, parce qu'effectivement, le directeur de l'académie de Douanza nous avait promis qu'au niveau du centre, ils avaient entrepris des actions qui pouvaient permettre vraiment d'espérer. Mais malheureusement, je crois que je constate avec vous, avec amertume également, que ces écoles-là demeurent toujours comme ça. Alors, Boubacar Peïtao, est-ce que, en tant qu'enseignant, en tant que syndicaliste, toutes ces assurances que le gouvernement avait données en amont, est-ce que les dispositions prises, selon vous, ont été à hauteur du souhait? Moi, je pense que ces engagements, ce n'est que de la théorie. Ce n'est que de la théorie pour moi, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, la crise, elle est sécuritaire. Hein. Donc, tout ce qu'on vit maintenant, c'est qu'il y a l'insécurité qui s'est installée. Maintenant, moi, je pense que la première des choses, la priorité des priorités, c'est de combattre l'insécurité, lutter contre l'insécurité. Maintenant, les anciens vont retourner, on n'a pas besoin de leur dire de retourner. Mais parce qu'il y a l'insécurité. Au lieu de résoudre ce problème, maintenant on se met dans dans des promesses vierges, parce que je dirais, parce que ce n'est que de la théorie. La pratique, c'est que c'est l'insécurité qui s'est installée dans cette partie du pays. Donc il faut combattre l'insécurité pour que les uns et les autres se sentent en sécurité. En ce moment, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un de rejoindre son poste. Moi, j'estime que tant que toutes les dispositions en dehors de du fait de lutter contre l'insécurité, je crois que reste de la théorie. Mais le problème, vous le situez à quel niveau précisément? Le problème, l'État est incapable d'assurer la sécurité des citoyens. À quel niveau de l'État? Bon, à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de la région de Mopti, précisément de l'arrondissement de Kouakourou. Il n'y a pas d'école à Kouakourou il y a plus de 3 ans. Oui. Ce n'est pas un fait nouveau. Il y a plus de 3 ans, il n'y a pas d'école à Kouakourou. À un moment donné, on avait tenté, c'est-à-dire que tous les élèves de Kouakourou, de les amener à Djéné. Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre les problèmes, on essaie de les déplacer. Le problème, c'est la question sécuritaire. Il faut s'attaquer à cette question. Mais tant qu'on ne s'attaque pas à cette question, moi, je pense que qui doit s'attaquer à cette question? Ce n'est pas nous les anciens, c'est l'État. Donc, vous voulez dire, en tant que syndicaliste, au nom des enseignants, que les enseignants ne vont pas du tout rejoindre leur poste avant que la sécurité ne soit totale au Mali? Tant qu'il n'y a pas de sécurité, nous, on ne peut pas donner la garantie à un enseignant de rejoindre son poste. Okay. Ça, c'est aussi normal que ça. Ok. Mais Gouro Soumaïla Cissé, alors vous, en tant que responsable des élèves et étudiants, donc on vous avait donné, je présume qu'on vous avait donné une assurance ferme quand même d'une rentrée scolaire cette fois-ci. Bon, même si c'est avec problème, mais pas avec beaucoup de problèmes. Alors, est-ce que votre espoir est dessus ou qu'est-ce que vous en pensez avec cette rentrée aujourd'hui? Ok, par rapport à la rentrée, il y a d'abord un premier fait que je tiens un peu à signaler. Nous nous sentons un peu marginalisés quand on nous fait savoir d'assurer la sécurité des maîtres pour qu'ils puissent retourner à leur poste. Ce n'est pas que la sécurité des maîtres, c'est également la sécurité des élèves et des maîtres. Ce n'est pas que les maîtres qui sont en instance d'insécurité. Pourtant, ceux qui sont amenés à être instruits sont toujours sur place. Et quand les cours sont réouverts, ils reviennent. Mais certes, les professeurs ne sont pas là. Et également, on ne peut pas engager obligatoirement quelqu'un à aller enseigner dans une zone d'insécurité. Ça aussi, c'est quelque chose qui se pose. Nous, au sein de l'AEM, certes, on nous avait fait savoir que la rentrée serait opérationnelle à 100%, mais comme on le dit, il y a des prévisions théoriques auxquelles les uns et les autres font face. Mais sur le terrain, la pratique est autre. L'AEM n'a pas trop les moyens à son niveau de jouer sur la guerre au nord. Sinon, vraiment, avec l'insécurité grandissante, comme on l'a dit, c'est difficile que la rentrée soit effective. Mais les systèmes de transposition, moi, à mon avis, vraiment, au nom de l'ensemble des élèves étudiants, nous jugeons que c'est des solutions probables. Certes, avant, des fois, peut-être de résoudre complètement des dossiers, on peut essayer un peu de décaler pour mieux sauter. À quel niveau précisément ça a foiré?
Pourquoi, où nous situons le problème? Je crois qu'ici, dans cette assemblée, ça va être très difficile que quelqu'un y réponde correctement. Parce que personne ne peut vous définir ici avec précision pourquoi la mise en place d'un nouveau système sécuritaire au nord permettant la reprise des cours a échoué. Nous sommes jusqu'à preuve de contraire pas membres de l'armée ou du Conseil sécuritaire du Mali. Donc vraiment, si la sécurité n'a pas pu être mise en place, ça, nous saurons vous donner les raisons exactes par rapport à ça. Oui, mais en fait, vous aviez commencé à donner déjà une solution. Des propositions par exemple, de solutions. Des propositions de solutions, c'est-à-dire de faire déplacer. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre pour pouvoir favoriser quand même cette rentrée qui a lieu aujourd'hui? Bon, à part faire déplacer, réellement, c'est si possible. Chose qui est déjà faite, c'est de multiplier les médiations. Par exemple, en zone d'insécurité, il y a une chose qui sont là et qui est toujours présente. Que ce soit ceux qui causent l'insécurité et ceux qui essaient de combattre l'insécurité, c'est les enfants de tout le monde qui partent suivre les cours. Ouais. Eux également, leurs enfants, vraiment de ceux qui responsables de l'insécurité suivent les cours avec tous les autres enfants. Donc vraiment, généralement, vous trouverez que certes, il y a des menaces, mais les zones d'éducation ne sont pas généralement des zones attaquées par les personnes vraiment qui sont responsables de cette situation d'insécurité. Jusqu'à preuve de contraire, au Mali quand même, jusque là, on a quand même cette certitude. Les écoles ne sont pas réellement la cible. Donc, je ne sais pas. Il y a des zones vertes dans toute guerre. Hein. Ce n'est pas le cas dans la région de Mopti où des écoles voilà. ont été... Oui, je voulais juste apporter une précision. C'est de rappeler à M. Cissé que le fait qu'on n'évoque pas la sécurité des élèves, cela n'est pas de mépris. Parce que tout simplement, les enseignants, ce sont les enseignants qui ont été tout le temps des cibles de ces terroristes. Donc, maintenant, les enfants sont dans leur milieu naturel. Maintenant, l'enseignant généralement est considéré comme l'étranger parmi ceux-ci. Maintenant, et je crois que le système de l'école classique, c'est-à-dire que ces terroristes sont opposés à ce système-là. Maintenant, et l'acteur principal de ce système, c'est le maître ou encore l'enseignant qui est sur place. Je crois que les enseignants sont les cibles. Cela ne veut pas dire que maintenant, toutes les attaques, c'est dirigé contre les enseignants. Maintenant, raison pour laquelle nous, on dit à nos militants, tant que, c'est-à-dire que notre sécurité n'est pas prise en compte, on ne peut pas malheureusement se déplacer. Et voilà, donc c'est pas par mépris, mais c'est parce que tout le temps, ce sont les enseignants qui ont été les cibles de ces attaques. Voilà. Ok, donc nous allons revenir au cas spécifique de Kidal. Djoukamadi, vous en tant que partenaire quand même de l'éducation, beaucoup plus au parfum quand même des préparatifs de cette rentrée scolaire. Alors, où en est-on avec les promesses d'ouverture des 10 écoles de Kidal cette année? Et je pense que le problème, c'est l'État qui doit régler ça, avec ses partenaires. Il faut que maintenant on soit franc avec nos partenaires, pour non-assistance à personne en danger, à pays en danger. Ok, mais Païtao, vos militants qui sont à Kidal, ils vous ont donné les informations par rapport aux 10 écoles que l'État devrait ouvrir à Kidal cette année. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, 10 écoles, moi, c'est ce que je dis. Tout ce que l'État fait, ce n'est que de la théorie, parce que nous sommes les partenaires privilégiés de l'école malienne. On ne peut pas prendre cette décision. Nous, on n'est pas associés ni au début ni à la fin. Et pourtant, il le faut. Oui, mais sans enseignants. Oui, mais c'est ça. Maintenant, la question que je me pose, même si on venait à ouvrir ces écoles qui va dispenser les cours, point d'interrogation, parce que ce n'est pas nous les enseignants. On n'a pas été impliqués. Et ce qui est sûr, si on n'a pas été impliqués, maintenant, les écoles vont ouvrir certainement, mais sans enseignants. Parce que tant que c'est-à-dire qu'on n'a pas réglé le problème fondamental qui est la question de l'insécurité, aucun enseignant ne va faire le déplacement. Voilà tout le problème. Oui. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais ils veulent déplacer le problème. Et mettre le problème à un autre niveau. Comme si ce sont les enseignants qui refusent d'aller. Les enseignants ne refusent pas d'aller. C'est parce qu'il y a l'insécurité. Okay. Voilà. D'accord. Gourou Cissé, vos militants à Kidal qui devraient aller dans ces 10 écoles ouvertes-là, est-ce qu'ils ont été? Vous n'avez pas de renseignements là-dessus? Pas trop de renseignements par rapport à la situation de Kidal.
C'est bon? Allez. Ok. Donc par rapport à la situation des écoles à Kidal, nous ne saurons apporter trop d'éléments de réponse à cela. Juste comme les uns et les autres l'ont dit, nous sommes quand même, les promesses sont là, les perspectives sont en vue. Et étant une association revendicatrice, nous ferons quand même toujours le nécessaire pour mener les investigations nécessaires à ce que nous ayons gain de cause. D'ailleurs, même demain, nous avons une rencontre toujours dans ce sens. Voilà. Au bout de laquelle nous espérons bien sûr avoir gain de cause dans ce sens-là. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour sur ce plateau, rentrée scolaire 2017-2018, les défis de cette reprise des cours. Alors, pour en débattre, Djoukamadi Sissoko est notre invité. Il est de l'association, sinon la fédération des parents d'élèves. Alors, l'administration nous a fait un faux bond, puisque Kinan Agdadega, qui est directeur national de l'enseignement fondamental, s'est excusé à la toute dernière minute. Boubacar Peitao, qui est secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales, et Gouro Soumaïla Sissé, secrétaire à l'information de l'AEM. Alors, les écoles ont ouvert les portes aujourd'hui, mais dans quelles conditions? Alors, Studio Tamani a fait un tour d'horizon au travers de la ville de Bamako. Nous allons découvrir ce qu'on a trouvé. C'est dans une atmosphère calme que les élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Dans certains établissements, l'affluence est morose. C'est le cas du groupe scolaire Mamadou Konaté. Dans cet établissement, il y a peu d'élèves dans les classes. Selon le coordinateur du groupe, cela est dû au fait que certains n'ont pu quitter à temps leur lieu de vacances. Il rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne année scolaire. Abdraman Diallo, directeur coordinateur du groupe scolaire Mamadou Konaté. Le premier jour de la rentrée, c'est toujours comme ça. Dans certaines classes, quand même, constater qu'il y aura moins d'effectifs. C'est dû peut-être que les enfants jusqu'à présent n'ont pas quitté leur lieu de vacances, ou bien c'est dû souvent aussi que les élèves aussi transfèrent avant même qu'ils ne communiquent à leur directeur. Et vous allez voir dans la semaine suivante, tout serait dans l'ordre. Pour cette rentrée, des difficultés sont à signaler dans les orientations. Selon le proviseur du lycée Notre-Dame, jusqu'à ce matin, elle n'a pas encore la liste des élèves orientés dans son établissement. Sœur Denise Kodjo, proviseur du lycée Notre-Dame. Nous n'avons pas encore reçu la liste des orientés, mais dès que la liste sera là, nous commençons déjà les inscriptions. Les fiches d'inscription sont déjà prêtes. Nous attendons juste la liste et je pense que d'un moment à l'autre, ça va arriver. Ce qui peut nous mettre en retard, c'est juste la liste. Quant aux élèves, on peut constater sur le visage de certains la joie de reprendre les cours, chez d'autres la peur pour une première journée. Mais pour Fadimata Maïga, c'est un plaisir de revoir ses camarades de classe. Bon, ça se passe bien. On a repéré nos classes déjà, donc on a commencé avec les profs. Pour cette année, je souhaite travailler vraiment pour pouvoir réussir dans mes études prochaines. 68 égale à 10 plus combien? 18. Alors, Gouro Soumaïla Sissé. Donc, on a les yeux braqués sur le nord et le centre du pays, mais précisément à Bamako, bon, je ne sais pas, est-ce que vos enseignants, ils étaient sur place partout à Bamako, à l'image peut-être des autres parties du pays? Nos enseignants à Bamako, vraiment, nous dirons que la reprise a été effective, mais comme on le dit, sans doute, genre avec les perturbations un peu, au niveau de la date de la reprise, des fois, c'est un peu difficile de démarrer lors des premières semaines. Sinon, dans l'ensemble, vraiment, nous ne nous plaignons pas et nous remercions beaucoup les professeurs dans ce sens et les autorités impliquées à la réussite des reprises courant cette année. Dans l'ensemble, vraiment, ça va. Ok. Alors, Paitao, vos militants, ils étaient en place à Bamako, sinon au sud en général? Oui, au sud en général, bon, vraiment, la reprise a été effective. Bon, au sud, et je crois qu'à Bamako, il n'y a pas trop de problèmes. Hein. Il n'y a pas trop de problèmes, mais seulement la rumeur persistante du report, d'un second report, je crois que ça joue un peu sur le démarrage effectif des cours. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que hier, jusqu'à 18h,
on continue à recevoir des coups de téléphone par rapport à cette rumeur. Je crois que ça a dû jouer un peu sur le démarrage effectif des cours ce lundi. Sinon, globalement, ça va. Donc, vous rassurez quand même tous les partenaires de l'école que les cours vont continuer à partir d'aujourd'hui? Les cours vont continuer à partir d'aujourd'hui. Et pourtant, on a entendu parler de prévisions de grève d'enseignants en vue. Et qu'en est-il exactement? Peut-être pas votre syndicat particulièrement, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres syndicats qui prévoient? Oui, parce que je crois bien le 2 avril, on avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et ce protocole, je crois, le point culminant même, c'était le statut du personnel enseignant. Et le gouvernement s'est engagé à faire examiner ce statut c'est-à-dire que lors de la session du mois d'octobre par l'Assemblée. Bon, on attend. Si jamais le mois d'octobre, on n'a pas notre statut, maintenant on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc on va examiner maintenant la question, parce que c'est ça. Donc un partenaire, si on s'engage, on doit respecter nos engagements. Donc sinon, sans quoi, pour le moment, il n'y a pas de grève en vue. Donc on reste vigilant. On attend juste la fin du mois d'octobre si le gouvernement tient ses promesses. Il n'y a aucun problème. Donc les enseignants nous rassurent, Gouro Cissé. Alors qu'en est-il de l'AEM? Est-ce que, parce que la grève, ce n'est pas seulement que des enseignants, on a l'habitude de voir également les élèves et étudiants déclencher des mouvements de grève. Alors, est-ce que vous nous rassurez cette année que les mouvements, il n'y a pas de prévision de débrayage? Ok, quant à l'association des élèves et étudiants du Mali, nous dirons que nous n'avons même pas de grève en perspective, parce que effectivement, avec l'état actuel du pays, chacun essaie de faire de son mieux pour contribuer à la stabilisation à son niveau. Et également, je crois que jusqu'à preuve du contraire, l'AM depuis 2 ans, 3 ans, les mots d'ordre de grève déclarés sont peut-être des non-compréhensions ou bien peut-être des actes individuels faits par certains comités locaux et qui ont directement été mis à leur place par le bureau central. Pour vous dire, l'AM n'est pas dans le sens de faire les grèves. Et moi, je ne suis pas rassuré des propos de mon cher maître tout de suite, parce que c'est attendre le mois d'octobre. Vous dites, nous sommes rassurés. Nous, on n'est pas rassurés. Ça, on attend que le gouvernement tienne ses promesses. On attend le mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Depuis le mois de mai, concrètement, voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va examiner en ce moment la question, parce qu'on a suspendu notre mode d'ordre de grève. Parce que le gouvernement s'est engagé à nous donner un statut. Je crois que c'était même avancé. À un moment donné, on nous disait que on allait adopter par ordonnance. Maintenant, ça c'était pendant la vacance, c'est-à-dire pendant la vacance de l'Assemblée. Je crois que l'Assemblée a repris maintenant. C'était ce qui est écrit dans le protocole d'accord. C'est le mois d'octobre. Voilà, maintenant on attend le mois d'octobre. Nous on tient à notre statut. Et si jamais le mois d'octobre, le gouvernement ne s'engage pas, maintenant on va non, je ne dirais pas qu'on va en grève, on va réexaminer la question. De toutes les façons, qui vivra verra. Alors, Djoukamadi Sissoko, vous venez d'entendre quand même la position des enseignants, des élèves et étudiants. Vos impressions par rapport à cette rentrée quand même au premier jour, est-ce que vous avez l'impression que ça va marcher? Oui, bon, je croise les doigts, parce que cette année quand même, je pense quand même que ça va aller, parce que l'AM cette année a montré, tout au long de l'année, a montré une bonne participation, et Togola, moi je le félicite. Parce que je les ai vus à plusieurs reprises, on s'est rencontrés, je les ai vus pour pas mal d'actions, notamment l'excellence, les cas d'excellence là, et il nous a tenu vraiment des propos vraiment tout à fait réconfortants. Et je pense qu'il faut que les étudiants se le disent maintenant. Et là, ce sont nos enfants à nous. Au Mali, nous avons une école à 2 vitesses. L'école des enfants des pauvres et l'école des enfants des riches. Il faudrait maintenant que les nôtres là se disent que bon, nous on n'a pas d'argent à payer pour eux, pour les envoyer dans des écoles réputées ou ceci, cela. Donc il faudrait qu'ils se disent maintenant que c'est à eux maintenant de veiller sur leurs propres intérêts dans la discipline et en classe, et avec la concertation. Qu'ils nous concertent, qu'on se concerte entre nous, qu'on se dise certaines choses et on va les aider. L'AM n'a pas été créé comme ça, l'AM a été créé parce que nous avons cru que eux-mêmes ils peuvent défendre leur point de vue et nous on va les aider. Maintenant quand ça devient maintenant l'apanage de grèves illicites ou bien de grèves c'est intempestives pour rien, alors là nous parents d'élèves nous n'est pas partants et on les conseille
On leur conseille vraiment de mieux se tenir et surtout de faire ça pour leur cadet. Voilà. Mais M. Sissoko, nous sommes déjà à notre 3e invitation vers l'administration scolaire et je suis au regret de dire qu'ils nous forcent toujours compagnie. Alors même s'ils sont de bonne foi, quand même, nous avons raison de commencer à douter. Mais lors du report du 2 octobre dernier, il n'y a eu aucune déclaration officielle des autorités scolaires. À quoi faut-il s'entendre cette année? Moi, je crois que ça, c'est le rôle des conseillers techniques de conseiller le ministre dans ce sens-là. Et nous, on a fait les reproches. On leur a dit, attention, c'était pour le 3, c'était prévu pour le 3. Et il s'est trouvé qu'on a remis ça sine die. Donc maintenant, il fallait faire des communiqués de presse pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi. Parce qu'en réalité, la raison principale était quoi? C'est d'abord les fournitures n'étaient pas parvenues aux lieux indiqués. Ça, c'est un. Et puis même les orientations que nous avons faites à Ségou n'étaient pas parvenues au niveau des établissements. Donc maintenant, c'est pour ça que le ministre a décidé de reporter d'une semaine. Et je pense que les services techniques de l'éducation devaient s'en tenir et puis maintenant faire des propositions, sinon faire des communiqués. Et ils ne l'ont pas fait et je leur reproche cela. Donc l'ouverture avec doute là... Parce que déjà le dégât a commencé, on a dit que déjà les gens pensaient, même hier soir encore... Même hier, on pensait que l'école c'était pour encore le 16 ou je ne sais pas pour le combien. Mais pour l'administration qui ne communique pas... Donc moi, ce que je dirais en dernier mot, je le dis aux enseignants et aux syndicats des enseignants, faites attention, c'est à nous que l'on fait ça, ce n'est pas aux responsables. Le responsable de ces ministres et conseillers, ils s'en fichent, c'est le Benjamin de leur souci que de s'occuper de l'école comme ça. Et ils sont là pour Parce ça. que si eux, ils ne font pas, ils n'éduquent pas nos enfants, nous ne savons plus où aller nous plaindre. Parce que c'est sur eux que nous nous comptons. Et vraiment que désormais, on ouvre un dialogue entre nous. Nous sommes tous parents d'élèves, même eux syndicats, ils sont parents d'élèves avant d'être syndicats. Donc maintenant qu'on se concerte, qu'on aille voir qui de droit maintenant, pour leurs intérêts à eux, qui nous disent désormais la Fédération nationale des parents d'élèves, saisissez-nous pour vos problèmes éventuels, pour qu'on en discute. Et nous avons toujours été au courant de des négociations avec l'État. Voilà. Oui, mais à propos des raisons qui ont prévalu ce premier report, est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Moi, je pense que tout doit être rentré dans l'ordre maintenant. Parce que pourquoi? Souvent, l'État ne respecte pas ses engagements. On l'a toujours décrit, on l'a toujours dit. C'est pour ça que je me pose souvent la question, est-ce que les cadres de l'éducation savent vraiment ce qu'ils ont promis? Souvent, même le ministre n'est pas au courant de ce que les cadres du département ont accepté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un n'a pas joué son rôle quelque part. Quand vous promettez aux enseignants la réérection ou les heures supplémentaires, quand vous prenez un acte, tenez compte des incidences et maintenant tenez l'acte. Monsieur Sissoko, je crois que cette fois-ci, le ministre ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit souvent... Non, attends. Il y avait 7 ministres dans la salle de négociation. Païtao, vraiment, je suis au regret de te dire que je ne parle pas de cela. J'ai remarqué nous avons eu des réunions avec les cadres de l'éducation, souvent avec le ministre, et j'ai vu, dans certains cas, on a parlé des problèmes dont le ministre n'était même pas au courant, qui a même surpris le ministre à l'époque. Donc maintenant, il y a un déficit de communication. Maintenant, le nouveau ministre qui est venu, et je pense qu'il est de bonne foi. À Gerlaf, moi je l'ai suivi, ça fait maintenant des mois que nous avons travaillé ensemble, je l'ai suivi, il a appelé d'abord les syndicats, il a appelé les partenaires de l'école, et nous avons discuté amplement dans la salle Bakary Traoré. Et nous nous sommes compris. Tamani commence à se poser des questions à propos de leur bonne foi quand même. Mais Païtao, alors d'après vous, vous êtes quand même des professionnels de l'éducation. Alors on décide d'ouvrir le 2 octobre, on reporte, on ne fait pas de déclarations et vous revenez encore avec le doute dans le cœur. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que le 2 octobre, c'était une date théorique. Techniquement, c'est comme ça qu'on appelle. C'est-à-dire que à chaque fois que, par exemple, cette année, l'année 2017-2018, on donne le calendrier et on fait une projection pour l'ouverture prochaine. Ça, c'est la date théorique. C'est comme ça qu'on appelle. Maintenant, à l'approche de la date théorique, les cadres, c'est-à-dire que tous les acteurs impliqués, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, maintenant ils analysent la faisabilité. Est-ce qu'on peut ouvrir à la date théorique? Si on ne peut pas ouvrir à la date théorique, maintenant, c'est-à-dire qu'on fixe une nouvelle date. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème, parce que c'est ce qu'on dit techniquement, c'est ce qu'on dit la date théorique. C'est-à-dire que rien n'est décidé, c'est-à-dire qu'on essaie juste de faire des projections. Mais juste un peu de communication, nous sommes dans un monde je suis entièrement d'accord, Lorsqu'il n'y a pas de communication, ça ne va pas. Je suis entièrement d'accord avec cela. Maintenant, il faudrait qu'on explique aux gens que le 2, c'était la date théorique. Voilà. Une réaction
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, retour sur ce plateau, rentrée scolaire 2017-2018, le défi de cette reprise des cours. Pour en débattre, Djoukamadi Sissoko est de l'association des parents d'élèves, sinon de la fédération des parents d'élèves. Alors, Boubacar Peitao est secrétaire général du syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Gourou Soumaïla Sissé est secrétaire à l'information de l'association des élèves et étudiants du Mali. Alors, notre invité, Kinan Agadadega, directeur national de l'enseignement fondamental, quand même s'est fait excuser à la toute dernière minute. Et cette fois-ci, je signale que c'était une troisième invitation autour de la rentrée scolaire 2017-2018 au Mali. Alors, maintenant, nous allons parler de politique et d'éducation, c'est-à-dire entre politique et éducation nationale, quelles sont les limites tolérables? Alors, on assiste au seuil de cette année scolaire à des distributions de cahiers à l'effigie d'hommes politiques. Quels peuvent être les impacts sur l'école malienne? Alors, vous, Soumaïla Sissé, quel impact ces cahiers peuvent faire sur vos militants? Quel impact, en réalité, les cahiers peuvent avoir des impacts sur les militants de l'AEM? Ça va être une question assez complexe à répondre. Mais si, à mon humble avis, des cahiers avec les photos de quelqu'un, moi je crois que l'élève étudiant, il part à l'école, c'est pas pour plutôt apprendre la politique. Moi, personnellement, je n'ai de quoi faire. Je sais même pas j'ai quoi sur la couverture de mon bloc-notes qui est là. Bon, je viens de le découvrir avec vous tout de suite. Vraiment, je ne regarde pas trop quelle photo j'ai sur la page ou l'interface de mon cahier. L'élève étudiant, il est plus intéressé par ce qu'il va écrire dedans et ses corrections. Donc, les photos d'hommes politiques, si c'est donné gratuitement à nous, nos élèves étudiants, vraiment, c'est encore du bénéfique. On ne s'en plaint pas. C'est encore des outils nécessaires à l'apprentissage. Ah d'accord. Voilà. Alors, Peitao, vous en tant qu'enseignant, vous assistez maintenant des hommes politiques qui mettent leurs photos sur des cahiers, ils les amènent au niveau de l'école. Alors, moralement, est-ce que ça colle à l'éthique de l'éducation? Bon, effectivement, avant de répondre à votre question, je voudrais dire à M. Sissé que tout ce qui est gratuit n'est pas consommable. L'école est apolitique. Et on nous a tout le temps appris cela. L'école est apolitique. Même les programmes que nous enseignons, c'est des programmes où on ne parle pas de politique. Que cela soit très clair. Maintenant, si on veut politiser l'école, qu'on nous dise. Et maintenant, les enseignants vont se... On ne va pas vous le dire. Sinon, moi, je ne comprends pas pourquoi. Je peux comprendre. C'est-à-dire que je peux comprendre des cahiers avec la carte du Mali, des cahiers avec les tables de multiplication, des cahiers avec des proverbes, des cahiers avec l'histoire. Je peux comprendre tout ça. Mais des cahiers avec l'hymne national du Mali, mais des cahiers avec les photos des hommes politiques, c'est écœurant. C'est écœurant. Il faut qu'on se le dise. C'est pas du tout normal. Parce que, bon, chose de M. Cissé, c'est-à-dire que tous les enfants, parce que ces distributions de cahiers, c'est pas à l'université, c'est pas au lycée. Généralement, c'est des petits enfants qui ont même de la peine à connaître la différence entre le bien et le mal. Donc, c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle la culte de la personnalité. C'est interdit. Moi, à mon humble avis, je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'un État qui se dit démocrate, un État, on peut permettre ce genre de comportement. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant. Lorsque moi j'ai appris, je crois bien, l'année passée... Qu'est-ce que vous comptez poser comme action? La question, on est en train d'analyser à notre niveau, parce qu'il faut que ça soit très clair. Nous, on est enseignants. Je crois qu'avec les autres partenaires, par exemple les parents d'élèves, on doit se concerter parce que la question elle est essentielle. C'est-à-dire qu'elle n'incombe pas en tant que nous enseignants parce que
par risque de se perdre là-dedans. Donc, on va concerter les parents d'élèves. Maintenant, je crois qu'ensemble, on va dégager une position commune. Par rapport à cela, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on mette fin à cela. Ça, c'est très important. Très bien. Voilà. Oui. Ok. Djougamadi Sissoko, vous, en tant que parent d'élèves, les élèves, ils se disent que la couverture, c'est pas un problème, hein, quand ça ne pose pas de problème, tant que c'est distribué gratuitement. Les enseignants pensent que maintenant, c'est pratiquement intolérable. Alors, chez vous, en tant que parent d'élèves, quelles sont les limites quand même tolérables à ce niveau? Bon, je pense quand même qu'il faut faire beaucoup attention parce que, comme l'a dit Païtao, il ne faut pas que le coup des personnages s'installe. Et moi, j'ai horreur de ça parce que je crois qu'à l'approche des élections, là, ils vont faire feu de tout bois. Et moi, je n'aurais vraiment pas voulu ça parce que ça va créer d'autres problèmes encore que nous ne pourrons pas cerner. Donc moi, je demande tout simplement qu'ils fassent beaucoup attention. Et ce n'est pas à nous, en tant que parents d'élèves, de jeter l'huile sur le feu, mais on devrait seulement les prévenir qu'il faut faire beaucoup attention. Bon, effectivement, comme Païtaou l'a dit, s'il nous arrivait de nous concerter, on émettra notre avis qu'on fera part aux autorités. Ok. Nous allons rester toujours dans la communication, hein, parce qu'on a tantôt dit que c'est un gouvernement qui ne veut pas communiquer, mais et pourtant c'est un gouvernement qui communique quelque part. Les autorités scolaires ont financé des spots publicitaires sur les triches, les achats de notes et autres pratiques malsaines dans l'école malienne. Alors ça prouve une certaine impuissance. Alors, cette impuissance face à ces fléaux, trouvera-t-elle sa solution cette année? Mais ce sont les cadres même de l'éducation qui doivent faire beaucoup attention. Quand on me parle de fraude là, mais est-ce que moi, le lambda, le citoyen de la rue, est-ce que moi je peux avoir accès aux questions que l'on doit me poser ou bien aux questions d'examen? Non, je n'ai pas cette possibilité-là. Ce sont les responsables eux-mêmes qui doivent vraiment veiller à ce que vraiment les notes soient discrètes quand même, qu'on ne puisse pas trouver les moyens de les vendre ou bien de les sortir pour les amener ailleurs. Ce sont les cadres eux-mêmes qui n'agissent pas selon l'éthique. Oui, mais Gouro, si c'est vos militants, sinon certaines de vos militantes sont accusées quand même d'accepter, excusez-moi du terme, les notes sexuellement transmissibles. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand même de cette impuissance du gouvernement quand même face à cette situation? Est-ce que vous pensez que cette année, elle aura sa situation? Bon, je crois réellement que la question de corruption au sein du milieu scolaire surtout et universitaire, parce que les deux mondes sont réellement touchés, est une question très profonde. Les notes sexuellement transmissibles, voilà, entre autres, comme vous le dites, en réalité, c'est vrai, nous sommes réellement face à ça. Mais le problème est situé à beaucoup de niveaux. Parce que réellement, actuellement, dans le système éducatif qui se pose, nous connaissons beaucoup de cas. Nous sommes au sein de l'AEM, nous faisons des revendications de divers camarades. Finalement, nous nous retrouvons dans certains systèmes d'éducation où on l'est au courant. Il y a des cours privés organisés par des fois des professeurs. Et quand tu es élève et que tu n'y participes pas, tu ne passes pas. Tu es automatiquement envoyé en session. Et l'AEM fait quoi dans ces cas? L'AEM passe son temps à le déclarer. L'AEM n'est pas la police. L'AEM ne peut que déclarer. L'AEM n'est pas un tribunal pour juger. Mais est-ce qu'il y a eu déjà correction dans l'un ou l'autre cas? Il y a eu des corrections, mais encore, il y a beaucoup de récidives. Ça continue. C'est pas totalement, en réalité, fini. Donc, finalement, il y a des personnes qui se retrouvent dans le désespoir. Parce que quand tu redoubles 2 fois, il faut qu'on se le dise. Quand tu n'as pas la dérogation, tu es chassé de l'université et tu es laissé à ton sort. Donc, je ne dirais pas que c'est aussi uniquement dans ce cadre-là. Il y a des étudiants qui ne veulent pas travailler. Il y a des élèves qui ne veulent pas travailler. Donc, ils utilisent des méthodes faciles, déshonorantes, nous les jugeons, face également des professeurs cupides. Voilà, à des professeurs cupides. Donc, vraiment, chacun a sa part de rôle à jouer dans cette question. Ok. Alors, Païtao, vos militants sont parfois accusés d'attribution de notes sexuellement transmissibles ou bien de vente même des notes. On a vu des publicités passer à la télé quand même. Et ça, c'est l'autorité scolaire qui les fait passer sur la télévision nationale. Alors, est-ce que vous pensez que
cet aveu vraiment d'impuissance quand même de l'autorité scolaire à mettre fin à ces pratiques. Vous pensez que cette année, ça aura sa solution avec la rentrée? Bon, ça n'aura pas sa solution. Mais je ne suis pas un oiseau de mauvais augure parce que tout simplement, l'impunité s'est installée dans notre pays. C'est ça. Parce qu'on ne situe pas les responsabilités et sanctionner les auteurs. C'est bien dommage dans notre pays, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand une situation se pose, on doit chercher d'abord à situer les responsabilités. Qui est fautif? On a déjà désigné les responsables. Oui, les enseignants sont désignés. Non, les enseignants... Parce qu'un élève ne peut pas attribuer une note sexuellement transmissible à son camarade d'élève. Oui, je crois que la question est là à plusieurs niveaux. Oui. La question est là à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que vous focalisez sur au niveau de vos militants, qu'est-ce que vous pensez faire pour pouvoir mettre fin à ça? Je crois qu'il faut une grande sensibilisation. C'est-à-dire une sensibilisation. On en a suffisamment fait. On n'en a pas suffisamment fait. Il faut que les Maliens, de façon générale, qu'on croit aux vertus du travail. Voilà tout le problème. C'est ça. Voilà tout le problème. Que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, personne ne croit aux vertus du travail. Je crois qu'il faut refaire le Malien, entre guillemets, et en inculquant les vertus du travail. Ça encore, c'est le rôle de l'enseignant? Pas forcément le rôle de l'enseignant. Pas forcément le rôle de l'enseignant. Pas forcément le rôle de l'enseignant, je le dis, parce que l'enseignant a été réduit à sa plus petite expression d'animateur. Que cela soit très clair. Non. Avant, l'enseignant était l'enseignant, c'est-à-dire que le tout-puissant qui, lorsqu'on le voyait au bout du carré, c'est-à-dire qu'on se cachait. C'était ça l'enseignant. Okay. Mais aujourd'hui, l'enseignant est réduit à sa plus petite expression d'animateur. Que cela soit très clair. Non, mais c'est ça. C'est les politiques qui ont fait cela. C'est pas les enseignants. On est vraiment coincés. Nous, on est des employés. Oui, on est obligé de se soumettre à cela. Voilà. D'accord. En 30 secondes, rapidement, Djouga m'a dit, est-ce que les dispositions ont été prises pour parer quand même à ces problèmes? Bon, comme il l'a dit lui-même, je crois que science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Il faut que les anciens se disent que de quoi qu'on peut leur accuser, ce sont eux qui sont les modèles, les moules de l'État, d'un pays. Ok, d'accord. Nous sommes donc au terme de cette émission et nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous informons qu'on était sur le plateau du Kamadi Sissoko de la Fédération des parents d'élèves, Boubacar Païtao, syndicaliste du syndicat national des fonctionnaires des collectivités territoriales, et Gouro Soumaïla Sissé, secrétaire à l'information de l'AEM. Vous pouvez la retrouver sur notre site, cette émission bien sûr, www.studiotamani.org, et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 75 84 12 12. La mise en onde a été assurée par Salim Djouara et la régie vidéo par Mamadou Ouattara. Aliou Sidibé à la présentation, Mohamed Touré à la réalisation et à la coordination. À plus tard. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.